Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Stade Afrique, bienvenue dans Sport Palabre. Il n'y a pas encore si longtemps, un sportif était jugé sur ses performances et uniquement sur celles-ci. Un temps où un sportif, en dehors des journaux spécialisés, n'avait pas vocation à faire parler de lui. Éventuellement quelques faits divers par-ci par-là, et encore. Mais que ce temps semble loin, aujourd'hui ils sont partout. Plus exactement, ils sont partout où ça brille, où c'est luxe. Montres, bijoux, voitures, vêtements. Dès que c'est cher, dès que c'est rare, dès que c'est exclusif, ils sont là. Ou en fait, peut-être que c'est l'inverse. Est-ce que ce n'est pas le luxe qui drague tous les sportifs chers, rares et exclusifs ? Alors pourquoi cette passion soudaine entre ces deux univers, le sport et le luxe, qui au départ n'ont pas grand-chose en commun, il faut l'admettre ? Pourquoi sont-ils devenus à ce point indissociables ? Qui a besoin de qui ? Qui se sert de qui ? Histoire d'amour ? Amour du business ? On en parle juste après ça, avec mes invités, qui sont des spécialistes rares et exclusifs, forcément. Alors pour parler de luxe, pour parler d'élégance et pour parler de sport, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir une personne que je n'ai pas eu encore le plaisir d'accueillir sur ce plateau, en la personne de Liliane Vogo. Bonjour Liliane. Bonjour Laurent. Liliane, vous êtes journaliste, productrice de Still By Me, Oui. Une émission sur la mode, sur le luxe, sur un peu aussi le lien avec les sportifs et le sport. Bien sûr. Qu'on peut retrouver régulièrement sur... La chaîne nationale camerounaise, la CRTV. D'accord. Et la deuxième saison qui arrivera bientôt sur Télé Sud à Paris. Parfait. Et aussi bientôt en Côte d'Ivoire. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, on va suivre ça de près, je vous le promets. Je reçois... Alors, on va plutôt parler pour le sport, hein, Abdellah ? Surtout pour le sport. Surtout pour le sport. Abdellah Boulma, bon, un habitué de la chaîne, un de nos amis. Abdellah Boulma, journaliste sportif, tout le monde le sait. Là, quand je disais rare et exclusif, alors rare, on a la chance de l'avoir souvent avec nous, mais exclusif, oui, parce que c'est une personne qui fait totalement le lien entre le sport, le luxe, les tendances. C'est mon ami Armand Ossé. Bonjour Armand. Bonjour Laurent. Mister Wandayance. C'est la Wandayance. C'est la Wandayance. Belle prestation d'ailleurs sur Radio Africa numéro 1. Je conseille nos téléspectateurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur la Wandayance, le podcast est téléchargeable. 20 minutes de 100% Armand, vraiment. Et puis, ma caution économique, l'homme des chiffres. Oui. Pierre Rondeau. Trop de pression déjà, ça commence bien. Ouais, Pierre Rondeau, chroniqueur RMC Sport, économiste du sport. Alors Pierre, pour une fois, je ne vais pas commencer par vous, je vais commencer avec Liliane. Liliane, on va poser un peu le débat. Quelle est la définition du luxe ? Alors le luxe, est-ce qu'il y a du luxe ici ? Oui, regardez là. Pour moi, je dirais que le luxe, c'est tout ce qui brille, tout ce qui est beau, tout ce qui est cher. Cher. Surtout cher. Surtout cher. Oui. D'accord. Abdellah, le luxe, c'est comme ça que vous l'entendiez ? Bah, je sais pas, mais je suis la propre définition du luxe, à part la cherté bien évidemment. Mais ouais, bah, c'est la définition même que je me fais du luxe, la cherté, l'unicité. L'exclusivité, la rareté, le côté extraordinaire. Ouais, c'est tout ce que revêt pour moi le luxe aujourd'hui. Des choses, l'inaccessible. Voilà, l'inaccessible surtout. Pierre ? Il y a une définition, alors on va dire académique ou non, mais une définition qui avait été faite par un économiste américain, Thorstein Veblen, d'origine danoise, au 19e siècle, qui avait parlé, en parlant du luxe, et justement des biens de luxe et de la consommation luxueuse, des biens ostentatoires. D'accord. Et après, c'est devenu les biens Veblen. La définition économique, strictement économique, je sors du cadre social et sociétal, c'est des biens qui, lorsque votre pouvoir d'achat augmente, leur consommation augmente. En économie, on va très rapidement distinguer les biens inférieurs, les biens normaux et les biens Veblen. Les biens de luxe. Les biens inférieurs, c'est des biens dont la consommation diminue lorsque vos revenus augmentent. Exemple ? Un exemple, c'est... Les produits de première nécessité. Des produits dans une marque fast-food, une marque vraiment low cost. Accessible, ouais. Accessible, mais vraiment de mauvaise qualité, on va dire. Les biens normaux, comme le pain, comme l'eau, comme tout ce qui est normal, si je puis dire, c'est des biens qui, quelle que soit la variation de votre revenu, la consommation va stagner. Et les biens Veblen, les biens ostentatoires, les biens de luxe, sont des biens dont leur consommation va augmenter lorsque votre revenu augmente. Il y a une corrélation, ou alors même...
des biens dont la consommation augmente plus rapidement que l'augmentation de votre revenu. Donc comme tu l'avais dit exactement, c'est des biens pour se démarquer, des biens d'exclusivité, des biens chers. C'est un bien qui va permettre de montrer sa puissance à la fois économique, sa puissance sociale et sa puissance sociétale. C'est là qu'on retrouve justement, Armand, c'est là que le luxe par rapport aux sportifs a une définition qui leur est propre. Tout à fait. C'est là où le luxe prend son véritable sens. Et surtout dans la société actuelle. Et c'est des choses qu'on voit, on voit de plus en plus, puisque c'est de plus en plus, on joue dessus. Le niveau social des uns et des autres se matérialise aussi par cette capacité à avoir un certain niveau de vie, ou soit en vestimentaire, ou voilà, tout ce qu'on Avant, on appelait ça des signes extérieurs de richesse. Des signes de richesse. Aujourd'hui, on l'a banalisé un tout petit peu, mais c'est ça, on a l'impression que c'est accessible, mais en même temps, ça ne l'est pas forcément. Mais alors, Liliane, j'ai l'impression que ce terme, il fut une époque où le signe extérieur de richesse avait presque une connotation péjorative, alors que là, le luxe a une connotation fantasmagorique un peu. Comment on a réussi comment le luxe s'est démocratisé ? Grâce à qui ? Grâce à quoi ? Est-ce que c'est le pouvoir marketing des marques ? Est-ce que c'est leur façon d'aborder différemment le grand public ? Avant, le luxe, on a l'impression que c'était pour inaccessible, comme disait Abdelmaïm, et que c'était vraiment pour une minorité et que ça nous était presque interdit. Mais le luxe, pour moi, reste toujours inaccessible pour grand nombre de personnes. Parce que pouvoir s'acheter, par exemple, un sac à 1 500 €, un sac Louis Vuitton, à 1 500 €, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est la paye de plusieurs, c'est le SMIC des Français. Grande majorité, voilà. Oui. Alors, le SMIC reste inaccessible pour moi. D'accord. Pour un achat futile. Oui, mais justement, c'est pas donné à tout le monde. À cette question, le luxe s'est-il démocratisé ? Et donc, pourrait-on encore parler de luxe si on a démocratisé ce signe extérieur de richesse ? C'est toute la différence entre le luxe et le prêt-à-porter et la mode. On peut tout à fait se vêtir de façon assez luxueuse, si je puis dire, sans vraiment tomber dans la consommation ostensible, la consommation ostentatoire. Est-ce que vous faites pas là est-ce qu'on parle là de luxe ? Oui, Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on ne parle pas d'élégance plutôt ? Justement, mais qui est une autre notion. Le luxe, c'est vraiment vouloir se distinguer par rapport aux autres. On est vraiment dans une forme de distinction. Je vais payer ce sac 1 500 €, non pas parce qu'il vaut réellement 1 500 €, non pas parce que réellement, pour le fabriquer, pour le mettre en place, la valeur intrinsèque n'est pas de 1 500 €. Le prix d'achat de 1 500 ou de 10 000, de 100 000, peu importe le prix, c'est le prix de la distinction. C'est vouloir se démarquer par rapport aux autres. Je m'affiche, j'ai les moyens d'avoir un sac de 1 500 €. Alors, on a fait l'état des lieux du luxe. Maintenant, Abdellah, je me tourne vers vous. Pour revenir aux sportifs, est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire du sport, dans l'imaginaire collectif, est-ce qu'il y a un moment où, effectivement, il y a eu une bascule, on est passé du sportif suant, un peu bourrin, moustachu, à le belâtre, taillé, gaulé... En fait, dans votre question, on pourrait y répondre... par plusieurs... Il y a plusieurs questions, réponses à apporter à votre question. Déjà, le sport, on l'avait déjà évoqué dans une émission précédente, les esthètes, les athlètes de l'époque, dans la mythologie grecque, dans la Grèce ancienne, dans la Rome antique, les gladiateurs, et tout. Ils avaient des sacs Vuitton. N'avaient pas des sacs Vuitton, mais c'était déjà des esthètes, c'était déjà des figures, pour lesquelles les gens avaient une certaine admiration. Et moi, pour le sport que je connais, c'est le football, ouais. Comme vous le savez, il y a eu une forme de tournant à partir du début des années 90. Je pense notamment à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde d'Italie en 1990. C'était la seconde Coupe du Monde organisée par les Italiens. La première avait eu lieu en 1938 sous Mussolini. D'accord. Et la seconde Coupe du Monde en 1990. Et là, on sort. Non, c'était la seconde. Ils ont été champions du monde entre-temps. Entre-temps, ils ont été champions du monde. Mais durant toute cette période, on sortait c'était le football des années 70, 80, du début des années 90. C'est pas le football d'aujourd'hui, c'était le football très rustre, avec des footballeurs très physiques. D'ailleurs, ça a changé. Regardez, je vous invite tous à regarder des cassettes, même vous, à regarder des cassettes de l'époque, de matchs de football. Mais on pourrait plus voir ça
aujourd'hui. C'est-à-dire que la figure du footballeur a totalement changé, évolué au fil du temps. Que s'est-il passé en 1990 ? Il y a eu cette fameuse Coupe du Monde organisée par les Italiens. Et les Italiens, comme on le sait tous, c'est l'esthète, c'est un peu le beau gosse. Un célèbre couturier dont je ne me souviens plus le nom, Versace ou Armani, je ne me souviens plus, a accompagné cette équipe italienne et avait décidé à ce moment-là de totalement les accompagner en termes d'image. C'était les coupes de cheveux, c'était des costumes sur mesure. Et ça, c'est resté... Quand on a Maldini, Nesta... Les Maldini, il y avait matière pour. Et ça, c'est resté un petit peu dans la conscience populaire par la suite. Le footballeur italien très distingué. Quand on parle aujourd'hui d'un footballeur italien, c'est très bien sapé quand on les voit sortir de leur bus avec leur costume, donc le costard bien carré. Là, il y a eu cette bascule. Et à partir de là, je vais aller très vite, sinon on va passer 2 heures là-dessus. Là, c'était 90, et après, il y a eu cette fameuse Coupe du Monde en 1998 en France, où là, le football s'est démocratisé au Dieu des Francs. Dans un pays élitiste comme la France, le football n'avait pas encore marqué les esprits. En 98, ça avait marqué les esprits. Et il y avait des figures comme ça tutélaires. C'est comme ça qu'on dit. Les Zidane. Les Barthez, c'est les nouveaux héros modernes, les Manu Petit, qui ont commencé à s'acoquiner avec des... Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va demander à Armand. Armand, vous étiez joueur en 90 ? Oui, je jouais. Est-ce que vous avez souvenir de cette... Est-ce que c'est un moment où vous... Je pense qu'il allait très loin dans l'historique aussi par rapport à la définition de ce que c'est que l'esthète dans le sport. Je pense que déjà même par rapport aux sportifs, au jeu, si on prend que le jeu lui-même est devenu plus parti élégant. Du bourrin à un jeu beaucoup plus basé sur l'esthète, c'est-à-dire le beau jeu. Depuis lors aussi, ça s'est aussi démocratisé au niveau du jeu avec l'Espagne champion du monde avec un football très attrayant, un football beaucoup plus léché. Et on a ça a poussé la fédération française qui s'est appuyée dessus pour refondre le modèle du football français, parce que la France a gagné la Coupe du Monde en 98 justement avec une défense. Et là, vous regardez aujourd'hui comment le football en France il vit beaucoup plus. En fait, c'est le football actuel d'une manière générale. Et c'est à ce niveau que moi je peux dire que la démocratisation un tout petit peu de tout ce qui est esthétique, cela s'est fait progressivement et cela s'est bien installé. Et aujourd'hui, ça fait partie pratiquement du quotidien. Il faut tout, c'est un tout en fait. C'est-à-dire que quand on parle de l'esthète vestimentaire ou bien sur le terrain, ça a une place très importante. Liliane, il y a quand même des joueurs qui ont aidé, parce qu'au-delà du côté vestimentaire, quand on s'appelle David Beckham, quand on s'appelle Paolo Maldini, quand on s'appelle Nesta, qui était considéré comme le plus beau gosse des joueurs de foot, il est plus facile de les habiller et ils portent plus loin. Est-ce qu'un joueur ordinaire, même très bien habillé, on peut lui apporter... Est-ce que le luxe aussi, c'est pas une mentalité, c'est pas une façon de se porter, une façon de se présenter, une façon d'être ? Oui, moi je pense que le luxe aussi, c'est un état d'esprit. Vous pouvez avoir Beckham, qui est bien foutu, les abdos, ils sont beaux gosses. Et puis vous pouvez avoir dans la même équipe quelqu'un d'autre qui joue avec lui, mais qui n'a pas le même physique. Gary Neville. Oui. Mais le fait de porter quelque chose qui est beau, qui coûte cher, qui est différent, qui est rare, va rendre forcément cette personne-là... Waouh! Et ce qui la rend aussi, si je peux me permettre, ce qui la rend aussi d'autant plus... pas plus belle, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, c'est que ces footballeurs qu'on évoquait tout à l'heure, même que tu viens de citer, les Beckham, etc., s'entourer, en fait, Beckham s'était marié très tôt avec des stars. C'est Victoria Beckham qui a changé son image. Les Zidane, les Linda Evangelista, les mannequins des années 90. Je parle des autres mannequins. Vous vous souvenez de ces fameux effervescences, etc. Et d'ailleurs, ça avait fait parler. Ça a eu un impact. Mais ça avait fait polémique à l'époque.
mais pourquoi ces footballeurs bouseux, enfin des bouseux, je tire un peu le trait, voilà, sont soudainement, se sont soudainement Deviennent des sex symboles, à compter à l'époque justement du bourrin et c'est mentalisé du bourrin à l'esthétique ont évolué. Et c'est vrai, années 90. Mais dans quel but, Pierre? Qu'est-ce qu'on a recherché à travers est-ce que c'est aussi l'apparition du média aussi? Mais je pense pas qu'il y ait un but intrinsèque de la part des joueurs de vouloir changer de mentalité ou de vouloir changer de vision. Simplement, le football s'est mondialisé, le football s'est médiatisé. On est passé d'une Coupe du Monde ou de compétition européenne footballistique très peu médiatisée finalement par la télévision ou par les médias mainstream à une espèce de très forte mondialisation. La première Coupe du Monde qui a dépassé le milliard en audience, c'est en 98. Où la finale a fait 1 milliard de téléspectateurs. Donc à partant de là, et ensuite on a eu le Japon et la Corée du Sud en 2002, où le football s'est totalement mondialisé. Et David Beckham est arrivé à ce moment-là. David Beckham, arrivant en Asie en 2002, a été acclamé par une c'est lui la grande star, c'est lui le premier qui fait vraiment... qui a fait le pont entre justement le luxe et le sport. Et justement, cette mondialisation a fait que tous les joueurs ont dû s'afficher, ont dû montrer leur capacité à devenir... Mais moi, je me pose quand même une question. On parle des footballeurs. Mais on ne parle pas des marques. Est-ce que ce n'est pas les marques, à un moment donné, qui ont décidé de faire appel au label, au talent des créateurs? Je pense qu'il y a eu un système gagnant-gagnant, si je puis dire. C'est qu'à la fois, le football s'est mondialisé, donc de plus en plus de téléspectateurs, de spectateurs, d'admirateurs, de fans, de supporters. Donc les marques qui, sur un marché extrêmement concurrentiel, ont voulu capter des parts de marché et des parts de médiatisation, se sont tournées vers les footballeurs, les habiller, s'afficher avec eux. On a l'exemple de Stella McCartney, qui a habillé... aux Jeux Olympiques. Oui, c'est ça. C'était entre autres, parce que c'est un marché économique mondialisé. C'est un nouveau marché. On veut aller vers là où il y a une part d'audience très importante. Armand, parce que là, Liliane, ce que vient de dire Liliane est très juste. On parle des footballeurs, comme on parle. C'est vrai qu'on focalise un peu sur le foot, mais dans le basket, ça le fait aussi, au tennis aussi. Lewis Hamilton, c'est une icône du. On focalise dessus parce que c'est un sport populaire. Voilà. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'un footballeur sur un terrain, ils se ressemblent tous et il n'y a aucun signe distinctif. Il n'y a même pas de bijoux, il n'y a rien. Le seul signe distinctif, à la limite, ce sont les tatouages. Donc, en fait, on les utilise en dehors de leur activité première. Exactement. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est assez surprenant là-dedans. C'est pas surprenant. Aujourd'hui, on est dans... C'est la nouvelle donne aujourd'hui. Pour faire la transition avec la question... En fait, ce qu'elle pose comme question, les marques, les labels, qui s'associent aux grands sportifs, le nouvel ère avec les smartphones. Aujourd'hui, je prends un exemple sur Neymar. Neymar est un athlète, est une marque, une icône, et surtout, c'est-à-dire que Neymar aujourd'hui, il représente tout le nouveau monde. Toute la nouvelle économie. Business. Millions de followers. Voilà, il a combien de millions de followers? C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est de l'art. Pour moi, aujourd'hui, c'est la définition de ce que les nouveaux sportifs aujourd'hui veulent être et doivent être. Parce que c'est devenu la norme, en fait, parce qu'on prend en compte ses performances sur le terrain, qui font en sorte qu'il soit ce qu'il est. On prend en compte aussi le fait que c'est un beau gosse, il s'habille, il joue avec tout ça. Et on prend en compte qu'il est très, très, très réseau, tout simplement parce que c'est aujourd'hui, ça fait partie aujourd'hui du jeu. C'est-à-dire que vous le voulez ou non, ça fait partie du jeu parce que les gens ont besoin de savoir aujourd'hui ce que vous faites en dehors. Où vous allez, ce que vous mangez, ce que vous portez sur vous quotidiennement et à chaque situation de la journée. Et aujourd'hui, on dit on peut plus faire autrement, je pense. Liliane, s'il n'y avait pas eu David Beckham, est-ce qu'il y aurait eu Cristiano Ronaldo? Est-ce qu'il y aurait eu Neymar? Ou c'était dans la force des choses, c'était dans l'histoire et que ce soit Beckham ou un autre, à un moment ou un donné, tous ces joueurs, parce qu'avant Neymar, il y a quand même Cristiano Ronaldo qui est le premier sur les réseaux sociaux. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, le luxe et le sport se côtoient. À un moment donné, ça allait arriver. C'est deux univers qui s'influencent et qui s'inspirent. Donc ça allait arriver. Il n'y aurait pas eu de Beckham. Parce que là, en vous regardant et en écoutant ce que vous êtes en train de me dire, je suis en train de me dire, mais est-ce qu'aussi, c'est pas en corrélation, comme le disait tout à l'heure Abdellah, par rapport à la Coupe du Monde 98, il y avait un événement autour de la Coupe du Monde 98, on disait les femmes se sont intéressées au foot.
Est-ce que le fait que la femme rentre dans l'univers très masculin du foot à cette époque-là, on ne s'est pas dit aussi il y a un nouveau marché, et pour plaire aux femmes, il va falloir rendre les joueurs de foot plus sex symbol, plus sexy, et donner envie aux femmes, même si elles n'ont pas envie de voir un match, et ben elles ont envie de voir un joueur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Non. Bah voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que moi, je reviens toujours sur le fait que les marques sont toujours en train de chercher de nouveaux marchés. Oui, c'est ça. Vous allez voir les joueurs à l'époque de Roger Mila, c'était en 90, je pense. Comme Abdelaziz, c'est Abdallah expliquait tout à l'heure, c'était encore sauvage, les shorts n'étaient pas... Bref, c'était pas très bien coupé, on va dire. Voilà. Et le temps a évolué et tout évolue avec le temps. Donc, je ne pense pas que ça soit le fait que les femmes commencent à s'intéresser au football, où il a fallu qu'on commence à bien habiller les mecs et tout. Non, je pense pas. Non, en fait, ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a aussi un marché porteur et que ce marché s'est développé notamment grâce à la gente féminine. Et ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, concernant, on parle beaucoup des footballeurs, on va peut-être parler des rappeurs aussi, parce que c'est quand même, les rappeurs et les marques de luxe. C'est sport quand même. Voilà, oui, mais moi, j'aurais parlé du rugby. Ouais, et t'as aussi le rugby, il y a tellement de sports. Là, on focalise, si je puis me permettre, beaucoup sur les footballeurs. Mais il y a une chose qu'on a oublié de dire très précisément, c'est que c'est du win-win, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est que le footballeur, lui, aujourd'hui, la star, qui, dans sa vie, un footballeur professionnel, t'en étais un, à l'âge de 12, 13, 14 ans, tout est codifié pour lui. Il est en centre de formation, il est sous pression. C'est-à-dire que tout est conditionné. Sa nourriture, son hygiène de vie, son entourage, encore plus aujourd'hui avec les agents de com, etc. Et en fait, ce qui se passe avec ces marques de luxe qui les accompagnent, qui les appellent et qui les accompagnent, pour eux, c'est une espèce d'exutoire. C'est une espèce de... Ça leur permet de... Ils respirent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tellement soumis, ils sont tellement souples. Voilà. Et eux, quand tu vois Pogba, voilà, qu'ils les boucles d'oreilles, les trucs, etc. Abdallah, justement, là, vous allez malheureusement, vous le savez, l'émission est en deux parties, et là, c'est la fin de la première partie. Ça passe trop vite. Sport Palabre, deuxième partie, luxe, sport, une équipe gagnante, toujours accompagnée de Lilian Vogo, Abdellah Boulma, Armand Ossé et Pierre Rondeau. Alors, en première partie, on a, c'est vrai, et Lilian me le reprochait, on a beaucoup parlé des footballeurs. Alors, on va finir un peu avec ça, en commençant tout de suite avec un sujet d'Azine Yayaoui qui, en fait, va vous rappeler un petit peu tout ce qu'on a dit en première partie. Si vous n'avez pas suivi, on regarde tout de suite le sujet. Vous l'avez sans doute remarqué, les stars du monde du sport font de plus en plus attention à leur apparence, une coquetterie bien loin de ce que les anciens acteurs de la planète sport ont pu nous montrer par le passé et qui semble concerner toutes les disciplines, mais en particulier le football. Si des basketteurs comme LeBron James ou Dwayne Wade aiment à s'exhiber en tenue de luxe, ce sont surtout les grands noms du ballon rond qui semblent alimenter le plus ce phénomène. Teinture, piercing et boucles d'oreilles, tatouages, style vestimentaire décalé, tout y passe chez les footballeurs. Dernier exemple en date, l'attaquant néerlandais de l'Olympique lyonnais Memphis Depay, qui lors d'un passage télévisé n'a pas hésité à arborer un harnais aux teintes roses et violettes. Décrié pour cet accessoire fabriqué par une prestigieuse maison française de maroquinerie de luxe, l'avant-centre des Pays-Bas n'en était pas à son coup d'essai. Adepte des colorations capillaires et portant très souvent des boucles d'oreilles en dehors des terrains, Memphis Depay est aussi un adepte des marques de luxe, lui qui s'est ainsi à plusieurs reprises affiché avec un sac estampillé de la marque damier à son bras, tout en portant une célèbre paire de chaussures à la semelle rouge. Le milieu de terrain de l'équipe de France, Paul Pogba, fait lui aussi partie des têtes d'affiche de ce phénomène. Crête colorée et dessins tribaux sur le crâne, grosse cylindrée, vêtements hors de prix qui ne font pas toujours l'unanimité auprès de ses fans, bijoux au cou et montres de luxe au poignet, le joueur des Red Devils se demande
Manchester United est à coup sûr l'un des ambassadeurs de ces sportifs bling-bling, tout comme l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Facilement reconnaissable pour sa crête accompagnée de motifs dessinés sur son crâne, l'attaquant des Panthères apprécie également tout ce qui brille, comme les bijoux et les vêtements de luxe qui le font rarement passer inaperçus. Une façon peut-être de sortir du lot pour le Ballon d'Or africain 2015 qui semble aimer se démarquer, comme il a pu le montrer à plusieurs reprises lors de passages télévisés ou cérémonies de remise de prix. Mais si ces stars du milieu sportif peuvent s'octroyer le luxe de se payer ces accessoires, et ce en raison de leurs revenus astronomiques, la portée de ce phénomène de mode est peut-être encore bien plus importante. Vus par certains de leurs détracteurs comme des fashion victimes, les sportifs, à l'image de la star brésilienne du Paris Saint-Germain Neymar, ont en réalité un rôle important à jouer avec leur nouveau statut d'égérie. Idole et modèle de nombreux jeunes issus de classes populaires, les joueurs de foot ou de basket peuvent représenter un moyen novateur pour les marques de luxe pour toucher de nouveaux clients chez lesquels elles ne connaissent pas un succès flagrant. Une réflexion qui peut sans doute expliquer pourquoi plusieurs marques de luxe se tournent désormais vers le football, le basket ou l'athlétisme pour dénicher des ambassadeurs, quand elles prisaient plutôt le tennis, le golf ou encore la voile il n'y a pas si longtemps de cela. Nouveau nerf de la guerre de par l'argent qu'il génère et les enjeux qu'il représente pour les années à venir, il est donc logique que le luxe prenne aujourd'hui une place de plus en plus importante dans le quotidien des sportifs. Super sujet d'Azine qui a vraiment été complet. Alors, on a un avantage parce que dans le sujet, on parle de quelqu'un qu'Armand connaît particulièrement bien puisque c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais. Vous êtes un proche, on peut le dire clairement. Oui, c'est mon petit frérot, c'est mon petit. On a tous contribué aussi à ce qu'il est aujourd'hui. Alors, Armand, voilà. Comment il vous explique justement cette particularité? Comment des fois, on en a parlé, on se connaît, donc on en a parlé déjà, même son papa aussi, que vous connaissez aussi très bien. C'est quoi? Ils le savent. Mais les chiens ne font pas les chats. On va d'abord parler de papa parce que récemment, Pierre-Emerick le disait lui-même dans un tournage vidéo par rapport à son lifestyle, avec ses voitures et tout. Il le dit. Les chiens ne font pas les chats. Quand vous connaissez Pierre Aubameyang, quand vous regardez bien son fils Aubameyang, c'est le reflet de son papa. Je pense que quand il a grandi dans un contexte propice, c'est-à-dire que Pierre c'était une star, Pierre Aubameyang, papa et c'était une star. Vous avez joué avec lui d'ailleurs. Hein. J'ai joué avec lui, c'est mon grand frère. Le petit voyait en son père un dieu. C'est fort ça. Donc le papa, il était déjà ce que le fils il est, différemment dans une autre époque. Aujourd'hui, le fils est en phase avec ça. Et aujourd'hui, il revendique le fait d'aimer tout ce qui brille. Donc pour lui, c'est comme ça, quand vous voyez papa, vous voyez le fils, il y a juste une question de génération, mais c'est la même chose, c'est la même vision. Que ce soit footballistique, la volonté de vouloir gagner, à continuer à aller, c'est ce que papa lui a inculqué. Et je crois que pour moi, lui, il est normal. Si les gens qui ne connaissent pas, qui voient qu'il aime trop se la jouer. Non, on ne parle pas de jugement de valeur. Hein. Non, après, chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'il y a des mauvaises langues. Parce que moi, bien sûr, ça s'appelle de la jalousie. Armand, il y en a toujours. Pas, moi, je ne défends vraiment pas, mais j'essaye de restituer les choses telles qu'elles sont. Mais c'est quoi d'être proche. Son envie première, c'est de se faire plaisir. C'est de se faire plaisir. Il le dit lui-même encore. Moi, j'invite les gens à aller voir le nouveau spot qui vient de tourner. Là, c'est sorti il y a 2 jours. Il le dit. Il fait un lifestyle avec toutes ses voitures, la collection de toutes ses voitures de très très haut niveau. Et c'est waouh! Et il le dit, il dit que le plus important c'est de se faire plaisir à lui. Et quand je dis, c'est pourquoi je reprécise que c'est son éducation. En fait, il n'avait pas autant de moyens, mais il a eu une référence qui n'est que son papa et qui à cette époque était au Gabon, c'était la star unique. Ouais, mais est-ce que tu n'as pas une forme d'arrogance justement à travers... je vois ce que je veux dire. Non, tu sais pourquoi je pose la question? Pour la bonne et simple raison que si tu veux faire ce qu'il fait, il faut que tu sois irréprochable sur le terrain. Si tu n'es pas irréprochable sur le terrain, ce que tu fais va forcément se retourner contre toi. Neymar. Je peux te citer Pogba durant la Coupe du Monde. Alors, je veux y revenir dessus. Parce que justement, on a énormément décrié Pogba. On lui reprochait avant la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Coupe du Monde? Il s'est rasé les cheveux. Bien sûr. Il a été d'une sobriété absolue. Il a même été félicité pour ça. Les footballeurs, mais ils n'ont pas de compte à rendre. Non, mais est-ce que ça, justement, est-ce qu'il ne s'éparpille pas? Je peux apporter une explication. C'est pas la question. Ça, c'est le regard extérieur. Est-ce que Paul Pogba, est-ce que le fait d'avoir coupé sa coupe de cheveux, c'est ça qui a changé son jeu? Bah non. Pour gagner la Coupe du Monde?
Donc moi je pense que ça c'est encore ça c'est le jugement extérieur. C'est-à-dire que moi je connais le petit, fait abstraction justement à cela. C'est pas il n'a pas commencé par exemple en parlant de Pierre-Emerick Aubameyang à être bling bling quand il a été connu, quand il commençait à marquer des buts. Hein. C'est en lui. Donc après c'est le regard extérieur. Comment voulez-vous que lui il change le fait de se sentir bien dans une situation? Parce que les gens, le plus important pour lui... Il a conscience de ce qu'il représente. Non, la question n'est pas là, c'est pas aujourd'hui. Je pense que c'est pas aujourd'hui qui le montre. Ça a toujours été en lui. Il est content comme ça, il est heureux comme ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a aussi d'une modestie, d'une simplicité quand vous le voyez. Et il est proche quand vous le voyez. C'est vrai qu'il est très inaccessible quand... voilà, mais il est très très disponible. Mais ça n'enlève rien, c'est pas une arrogance. Il se plaide dedans, comme ça. Est-ce que le problème il va pas plus loin? Je vous pose la question. Parce que parler d'arrogance, ils sont presque tous comme ça. Ton fils compte combien de voitures dans son parquet. Moi, je pense que le problème il va plus loin. Le problème, c'est les salaires. Si tu as beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu en fais? Tu vas te faire plaisir au maximum. Même des choses dont tu n'en as pas besoin, tu les achètes quand même. Oui, mais on peut acheter des choses qui sont très très visibles et des choses très chères qui le sont un peu moins. Je suis d'accord, mais en fait, je pense que c'est... Ils essayent de faire... Expliquez-moi de paille. Avec, c'est pas un vêtement, hein, c'est juste une marque. Expliquez-moi le harnais qu'ils portent sur le plateau de nos confrères de Canal+. En plus, avec la chemise grise, on ne trouvait pas que ça allait forcément très très bien avec. Ça, c'est une affaire de goût, ça ne regarde que lui. Mais quelle est l'intention? Quel est le but? Qui est gagnant sur ça? Qui est gagnant sur... Quand Memphis Depay arrive sur le plateau du CFC avec ce harnais dont tout le monde a parlé, Louis Vuitton, rose, violet, vous l'avez vu? Non, moi je ne l'ai pas vu, honnêtement. Mais Parce que nous, on en a parlé par contre. On en a parlé beaucoup, on a débattu des heures. C'est parti de là, racontons. Non, mais ce qui est sûr, par rapport à cette anecdote, la question qu'on s'est posée, pour rétablir justement nos discussions, est de savoir s'il y avait eu une entente ou un partenariat, soit de main à main, soit officiel, entre Memphis et la marque française, pour la publicité. Parce que, sachant que la chose était tellement, je ne dirais pas moche, mais en tout cas tellement visible, que forcément on allait en parler. Mais on était à la limite de l'ostentatoire. On était à la limite, même au-delà de l'observatoire. Oui. C'était la question de savoir, parce que le soir même, tout le monde en parlait sur les réseaux. Et dès le lendemain, la marque, précisément, était en tendance sur Twitter. Tendance France et Europe. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est la marque qui en a profité et qui a voulu surjouer ce signe distinctif, ou c'est le joueur qui a tout simplement fait parler de lui et qui a eu une reconnaissance supplémentaire. Je ne pense pas, me concernant, que la marque ait joué le jeu et la marque ait demandé à ce que justement le joueur le porte. La marque, en l'occurrence Louis Vuitton, n'a pas besoin d'une publicité sur une chaîne française un dimanche soir avec un footballeur. Ils en ont toujours besoin. Et pourquoi? Oui, mais la marque est suffisamment puissante. Toujours. La marque est suffisamment puissante. La marque n'a pas signé un contrat, un accord commercial. Oui, mais on parle de Louis Vuitton. Si on parle du luxe, il faut vraiment segmenter les marques de luxe. D'ailleurs, ça a été très bien dit dans le reportage. Il y a des marques, effectivement, de luxe, mais qui perdent des parts de marché. Et qui vont aller, justement, s'attacher aux services de footballeurs ou de sportifs de très haut niveau, très connus, pour récupérer, pour gratter ces parts de marché. Mais on est d'accord, Pierre, que... les Louis Vuitton, les Hermès n'ont pas besoin de la visibilité d'un même Je ne suis pas d'accord avec vous. Plus on en a, plus on en a. Toujours besoin. Louis Vuitton a fait une campagne publicitaire avec Maradona, Pelé, Zidane. Là, effectivement, 3 grands joueurs, effectivement, ça a parlé. On parle de Memphis, attaquant de Lyon, pour un match sur Canal+. J'ai pas la même vision. Moi, c'est pas la même rapport. Non, mais c'est pas la même. Il y a deux choses différentes. Il y a deux choses très très différentes. On ne parle pas de campagne. La campagne, c'est autre chose. Donc, on choisit des symboles forts par rapport à certaines choses qu'on veut défendre par rapport à la marque. Mais là, il s'agit d'une émission grand public. Mais on parle de Louis Vuitton. Peu importe, que ce soit Louis Vuitton, plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Peu importe, ça veut rien dire. Il faut entretenir. Ils en veulent toujours. Hein. Mais bien sûr, mais il faut entretenir. Ils entretiennent, mais tout est bon à prendre. Si tu veux, à partir du moment où on est exposé à une heure d'écoute, Memphis on a profité. Forcément, le produit en question, on envoie des. Attendez, Pierre Armand, Liliane, j'ai une question que je comprends ce que dit Armand et je comprends très bien ce que dit Pierre. Je ne trancherai pas parce que chacun a son avis. Mais
quelle est l'intention, quel est le but pour Louis Vuitton? On peut comprendre qu'ils aient envie d'apparaître le plus souvent et plus grand nombre, mais le public des supporters de foot lambda, Louis Vuitton, ça leur est inaccessible. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qui y vise? Le footballeur? Non, la marque. La marque, c'est comme... Parce qu'on ne sait pas à la base. Est-ce que c'est la marque qui a demandé à Memphis de porter la tenue? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le mec lui-même? On n'est pas sûr. Parce que j'ai pas vu. C'était C'est une un chemise. chasuble rose, un D'accord. chasuble qui est Est-ce que, est-ce que la réalisation, est-ce qu'on peut remettre le passage avec notre ami Memphis pour que Liliane puisse le voir? On continue, je surveille. Vas-y. Et donc, Pierre. Moi, je pense pas pour aller. En fait, moi, je pense simplement. Il y a deux choses. Forcément, on a deux options. Soit c'est Louis Vuitton et les complices, c'est son fait de connivence, soit Memphis dans ce qu'on a développé tout à l'heure, le côté, la rareté, l'exception, je sais que je veux m'exposer, il faut que je marque le coup, et tout en sachant qu'on est dans une nouvelle génération où tout part très vite, tu l'as dit. Oui, mais dans quel but? Twitter, pourquoi dans quel but? Le but de se démarquer. Mais oui, mais justement, on parle de Louis dedans. Vuitton, donc une marque qui est inaccessible pour le commun des mortels, pour le public de footballeurs et de fans de foot. Le fan de foot n'aura jamais les moyens, et d'ailleurs l'envie il n'y a pas que les fans de foot. Sur Twitter, quand par exemple sur Twitter, moi je vais faire une petite promo pour la marque Wonderland en même temps. Récemment, sur une grande chaîne que je vais citer le nom si vous permettez, Beansport, il y a un des animateurs, Robin Malm, qui a arboré mon t-shirt Wonderland, et c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui m'a dit: oh tonton, waouh, mais il n'était pas lié. Alors attendez, je vous coupe 2 secondes, voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. On le remarque, tu vois. Là, on le voit. On voit que lui, on voit que ça. Oui, mais justement, je reviens. On parle de Louis Vuitton. Répondre à ta question. C'est une marque de luxe. C'est Louis Vuitton. Louis Vuitton est une marque immensément célèbre. Et Canal Plus, c'est quoi? Mais d'accord, mais Louis Vuitton, c'est une marque qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Oui, mais par an. Canal Plus. Elle n'a pas besoin de s'associer avec un joueur de foot lyonnais sur une émission du dimanche soir. Bon, on va pas réussir à vous mettre d'accord. Liliane, alors, c'est bon, Liliane va nous donner son avis. Moi, je dirais que c'était du buzz. Plus c'est rare, plus c'est exceptionnel. Voilà. C'est tout. C'était pas pour que le public aille le chercher après dans le magasin Louis Vuitton. Je ne pense même pas que c'était pour lui. C'est pas Louis Vuitton qui lui a demandé. Pour mon avis personnel, moi je pense que c'était le buzz. Mais je pense que ça a été plutôt profitable aux joueurs, bien sûr, Memphis, plus que pour Louis Vuitton sur ce coup-là. Parce que là, tout le monde trouve son compte. Tout le monde y trouve son compte parce que le lendemain et même le soir même, ça a buzzé. Louis Vuitton a été cité pendant 48 heures sur les réseaux sociaux. En revanche, on a beaucoup parlé de Memphis. Mais personne ou très peu de monde irait acheter cet accessoire. Voilà, peut-être que c'est l'élitisme. Là, vous n'iriez pas. Non, franchement, je n'irais pas acheter. Qu'est-ce que tu en penses? Même si pour le coup, après les goûts et les couleurs, voilà, tous les goûts et les couleurs. Tout est discutable. Exactement, c'est comme l'humour. Mais là-dessus, encore une fois, j'insiste. Louis Vuitton n'a pas eu besoin de Memphis Depay, et Dieu sait que là, je te rejoins définitivement sur cette question parce qu'on en a longuement parlé. Je rejoins définitivement Pierre là-dessus. Ça a été beaucoup plus profitable à Memphis qu'à la marque Louis Vuitton. La preuve, on parle de Memphis depuis une semaine. Et de Louis Vuitton aussi. Donc on va parler d'autre chose maintenant, parce qu'on aura fait le tour quand même. On avait dit qu'on allait en parler. Mais ceci étant, je dois avouer que l'émission un peu vient de cette superbe tenue. Merci Memphis. Et merci Louis Vuitton. Armand, pour revenir à l'aspect sportif et à la connotation du luxe dans le sport, est-ce que maintenant on n'est pas aussi arrivé dans un univers ultra codé dans les clubs où arriver sur le parking avec une Twingo au milieu de Porsche Cayenne, de McLaren Mercedes, de BMW X7 ou X8, on n'est pas, j'irai pas jusqu'à dire qu'on n'est pas respecté, ou alors il faut être un très grand génie du foot. Peut-être que Messi, c'était Sergio Ramos qui était venu avec une petite Fiat. Il y a pire. Il y a Edison Cavani. Edison Cavani est l'emblème même de ce qui se passe Mais oui, parce qu'il va passer sa vie sur Twitter, tu sais quoi, Est-ce que c'est pas
il y avait Zlatan qui allait à la chasse. Est-ce que c'est pas ultra codé? Zlatan, c'est Est-ce que autre chose. si on Parlons respecte d'une manière générale. d'une manière Je vais générale, répondre parce qu'on va pas prendre à des ta cas question. particuliers, oui. Je vais prendre ce que moi-même, déjà à mon ère, j'ai vécu dans les vestiaires, ce qui continue, puisque je reste très proche aussi des joueurs. Aujourd'hui, c'est clair que quand on est dans les vestiaires, généralement, on parle de nos voitures, on parle de vêtements, Oui. on discute De la montre. de la montre. Oui. On discute. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me suis un peu précipité tout à l'heure en disant que on a redistribué tout. C'est pris en considération. Je veux dire, ceux qui ne veulent pas des belles voitures sont en marge. Mais c'est Seulement terrible. le seul Il est où l'esprit d'équipe du coup? Mais ça L'esprit n'existe d'équipe, plus. Ça n'existe plus. on est aujourd'hui, comme on l'a dit, avec tout ça, les réseaux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a les marques, il y a les labels qui sont très importants. Il faut faire attention à soi, attention. C'est-à-dire que du côté, parce que c'est aussi notre marché, on va chercher aussi. Hein, parce que quand les joueurs se montrent avec telle ou telle chose, il y a les marques aussi, c'est-à-dire qu'ils attirent aussi l'attention des marques. Vous voyez, il y a beaucoup de joueurs en leur revenu annuel par rapport à ce qu'ils peuvent gagner, par rapport à parfois leur Entre le salaire et les revenus. Eh oui, publicitaire. Mais c'est un nouveau marché qu'il faut aller conquérir. C'est pourquoi on fait très attention à son image. Et c'est très attention du tout que ça hante les footballeurs. Les footballeurs, aujourd'hui, prennent cela en considération. Pierre, il vaut mieux Non, mais être c'est une marque ou un réalité, joueur moi, alors? C'est vraiment une réalité, la prise. Non mais il en vaut mieux être considération. une marque ou un joueur? Les deux, mon capitaine. L'idée aujourd'hui, à talent égal, poste égal, âge égal, toute chose égale par ailleurs, vous prenez deux joueurs. Un joueur a 10 millions ou 100 millions de followers sur les réseaux et un joueur n'a pas de compte Instagram ou Snapchat ou Twitter. Le joueur avec ses 100 millions de followers, à toute chose égale par ailleurs, talent égal, sera mieux payé. Alors, parce oui, que c'est non, mais une marque attendez, en plus d'être un footballeur. Je vous retourne la question. À talent pas égal, un qui est très très bon et un qui a 1 million de followers. Mais la question... Non mais d'accord. c'est lequel qui Oui, mais je vous retourne la moi, question. moi, j'ai un exemple pour ça. J'ai un très bon exemple. Attends, là-dessus. Si le joueur a 1 million ou 100 millions de followers, c'est que forcément, soit il est talentueux, soit il a été talentueux. Donc il a apporté une compétence particulière. On ne peut pas être mauvais et avoir 100 millions de followers sur Instagram. C'est vrai que tout à l'heure on ne voulait pas citer de joueurs, mais on peut en citer quelques-uns. Tu prends par exemple pour le prochain Ballon d'Or, tu prends un Sadio Mané par exemple, qui est un tout petit... Le futur Ballon d'Or. Futur, je l'espère, le futur Ballon d'Or. Par rapport à un Messi qui est beaucoup... Attendez, permettez-moi de terminer par rapport à un futur Ballon d'Or. Il y a une chose qui m'a beaucoup surpris ces derniers temps, c'était Mohamed Salah. Que s'est-il passé avec Mohamed Salah, qui est un excellent joueur, c'est l'attaquant de Liverpool, qui est en compétition avec Sadio Mané pour le Ballon d'Or, c'est par rapport à son épouse, qui avait été, je ne sais pas si vous venez de cette image, qui avait été, photographiée, qu'on a vue sur les réseaux sociaux et qui ne correspond pas, et moquée parce qu'elle ne correspond pas au code voilà, etc. C'est terrible. Mais ça m'a choqué. En plus, on attaque même pas le joueur, on attaque sa femme. Mais pourquoi? Parce que dans la conscience, dans les consciences, un footballeur de ce niveau-là se doit d'être avec un mannequin. Et lui, c'est c'est affiché avec sa femme, le joueur normal, avec une femme, pas dynamique, etc., mais qui ne correspondait pas au code que tu citais tout à l'heure. Et ça, c'est très grave. C'est grave. Et là, et je pense que par rapport à ce que tu viens de dire, Mohamed Salah, malheureusement, hélas, je dirais, dans une course au Ballon d'Or, ça peut. Tu es en train de dire qu'il risque de perdre ou de ne pas gagner le Ballon d'Or parce que justement il n'est pas la marque associée. Qui ne soit pas imprégné de ce truc, parce qu'il s'est détaché. C'est pris en compte. Je pense que les gens inconsciemment. Attention, je dis pas qu'il faut le faire. Attends, je dénonce ce qui s'est passé. En revanche, je pense que dans l'inconscient des gens, c'est terrible. Mais ça pèse à la fin. Liliane, parce qu'on a pareil pour Sadio Mané. Hein. Totalement. Vous êtes une femme, bien évidemment. Quand vous êtes proche de certains joueurs, est-ce qu'il vous arrive de conseiller des joueurs? Est-ce que vous êtes des fois, on vous consulte? Est-ce qu'on vous demande votre avis? Est-ce que quand vous les croisez, dit ça au niveau où? Est-ce que vous pouvez vous connaissez les codes justement dont les footballeurs, les joueurs, les sportifs ont besoin? Ou c'est juste des codes universels? L'élégance et le luxe, c'est une norme, et après elle ne s'adapte pas selon les joueurs, elle ne s'adapte pas selon les personnalités. Est-ce que quand vous entendez ce qu'est en train de dire malheureusement Abdellah, et c'est vrai, comment vous réagissez par rapport à ça? Après moi je dirais que chaque personne
avant d'être un joueur et d'avoir une personne, a sa propre personnalité. Chacun a son style, son look et sa façon d'être. Oui, les gens veulent peut-être que des footballeurs soient avec des mannequins, par exemple. Mais on connaît aussi des footballeurs qui sont avec pas des mannequins. Des gens normaux. Et des gens normaux, comme Eto'o-Fils, qui a connu sa femme. Certes, elle est bien belle, mais il ne l'a pas connue, je veux dire, quand il avait déjà de la gloire. Oui. Il y a Zidane aussi, qui a connu sa femme il y a bien longtemps. Il y a Drogba, et puis j'en passe. Donc ça, c'est des exemples de réussite dans le football, qui sont avec leur femme depuis l'époque des galères. Liliane, j'entends tout à fait ce que vous dites et vous avez tout à fait raison, mais est-ce que ce ne sont pas malheureusement des joueurs d'une époque pas si lointaine où ça comptait moins que maintenant? Parce que là, on parle de joueurs qui ont terminé leur carrière, qui sont des joueurs du début des années 2000, plus ou moins. Est-ce que les choses n'ont pas évolué? Est-ce que maintenant... Mais malheureusement, les choses ont évolué. Laurent, je vais donner un exemple qui, moi, m'avait interpellé quand je l'avais entendu. C'est qu'aujourd'hui, alors je prends pour le marché français, mais j'imagine que c'est pareil pour le marché européen ou africain, en termes d'audience et de médiatisation, on a plus de monde qui vont aller voir les sites, les stories sur Instagram, l'information au quotidien footballistique ou sportive, que les matchs de foot. Les matchs de foot, c'est 1 ou 2 millions de personnes en France. Les unes de l'équipe ou les stories Instagram, c'est 10 millions, 15 millions, 20 millions. Donc les gens s'intéressent plus à l'histoire du joueur, du footballeur, donc de sa famille et de ses proches, donc de sa femme, à la personne, que directement le joueur de football et le match de foot. On en est là aujourd'hui. À titre d'exemple sur RMC, là où je travaille, la chaîne a fait plus d'audience lors du mercato estival que lors de ses propres matchs de foot. Les gens s'intéressent plus à l'actualité sportive et extra-sportive des joueurs que les matchs de foot. Voilà. On en est là aujourd'hui. C'est la réalité. Hein. Oui. Tout à l'heure, je l'ai dit tantôt. Hein. Aujourd'hui, il faut être bon sur le terrain. Il faut maîtriser le réseau. C'est-à-dire qu'il faut cultiver... oui, bien entouré. Bien entouré. Et aujourd'hui, vous verrez bien, la majorité des stars eux-mêmes gèrent leur Instagram. Et beaucoup pensent que, par exemple, moi, je parle de ce que je maîtrise. Hein. J'étais avec Pierre-Emerick, il gère son Instagram. Hein. Ah, c'est lui qui le fait? Oui, sauf s'il y a des publications publicitaires et tout. C'est lui. Voilà. Donc, la majorité, parce que c'est quelque chose d'intime. On publie son quotidien et ça compte énormément. Les followers, il y a 2 ans, Pierre-Emerick était à 5 millions. Aujourd'hui, il en a 9 millions. Parce qu'il est très présent et il montre pas tout, mais il montre beaucoup. Et aujourd'hui, les marques ont besoin de cela pour toucher un marché. Donc aujourd'hui, tous les jeunes footballeurs aujourd'hui aspirent à faire la même chose, à être bons sur le terrain, à avoir une image pour attirer les labels, attirer les annonceurs, les marques, même les clubs. Ça fait partie, et même pour eux, pour leur notoriété, pour attirer un public qui n'est pas forcément sportif. On a cette légende, mais là, est-ce qu'elle est avérée ou non, mais la légende de Di Maria qui aurait quitté le Real de Madrid parce qu'il n'était pas assez bankable pour le club. Il représentait pas l'identité marketing. Alors que Rames Rodriguez. Alors qu'elle-même, voilà, on a remplacé Di Maria au Real Madrid par Rames Rodriguez parce qu'il avait la gueule. Donc la gueule, c'est aussi la campagne promotionnelle, la campagne de pub, les annonceurs, les marques, donc l'argent. Liliane, vous comprenez que certains joueurs, certains sportifs puissent en souffrir de ça. On parle heureusement que Di Maria il est exceptionnel, mais il y en a qui se disent bon, mais je suis bon, je joue bien, je maîtrise, mais moi ça m'intéresse pas. Est-ce que c'est possible de dire moi j'ai pas envie de faire de la promo, j'ai pas envie de faire de l'Instagram, j'ai pas d'Instagram, j'ai pas de Twitter. Est-ce qu'un joueur peut exister sans justement l'apport des marques, sans l'apport du luxe, sans l'apport du style, uniquement à l'ancienne? Uniquement en étant un Stakhanoulis de son sport? Si, on peut trouver, mais c'est très rare. Puisque les temps ont évolué, et à la limite, ça devrait être presque une mode, oui, en s'en servirait. Exactement, c'est rare. Mais ça existe, hein, mais parce que ça tout le monde n'a pas le moyen. Ça demande, excuse-moi, je te coupais la parole, je vais juste préciser, ça demande d'avoir du potentiel. D'avoir du talent pour aussi. Mais si, il n'est pas spécialement bankable. Mais pourtant, il a 80 millions d'euros de revenus. C'est pas pareil. Mais si, il n'est pas exceptionnel. Non, mais là, il n'a pas tort. Là, il vient de dire, là, tu viens de citer Messi, mais Messi est un ovni. C'est un ovni. Donc lui, il peut se permettre de... Pourquoi Ronaldo gagne beaucoup plus d'argent? C'est son côté lifestyle, bien sûr. C'est son physique. Et qui fait attention, c'est très important. Il gagne même, moi, je pense qu'il gagne même plus. Mais c'est le sportif le mieux rémunéré, le plus rémunéré dans le monde avec le plus de followers. C'est un footballeur, c'est Cristiano Ronaldo. Dites-moi pourquoi les gamins qui sont au centre de formation ne doivent pas s'identifier à cela.
ça fait partie du nouveau. Il s'identifie à quoi? Mais il s'identifie À l'homme, au fait- au joueur? Au joueur, il et à s'identifie. tout. Les gamins dans les centres de formation, quand on sait qu'un jeune sur 6 va signer un contrat professionnel, donc que 5 sur 6 sortira du cursus de formation sans aucun contrat, le joueur se dit, ou l'apprenti joueur se dit, voilà, pour réussir, je dois performer sur le terrain, mais aussi exister sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, et être connu, bankable en dehors du terrain. Pourquoi? Parce que les 3 sportifs les mieux payés sur Terre, c'est Ronaldo, Messi, Neymar. Point final. C'est aussi simple que cela. Et donc, on le cultive, cet aspect-là aussi, qui était négligé à notre époque, parce que c'était pas important. Mais aujourd'hui, ça l'est. Oui, ça évolue. C'est malsain. Alors, on arrive au terme de l'émission, là, d'ici Déjà quelques... Eh oui, déjà. Oui, vous verrez, Liliane, parce qu'on aura le plaisir de vous réinviter. Malheureusement, quand ça se passe bien et qu'on est entre bonnes compagnies, ça passe toujours trop vite. Une dernière question pour vous, Liliane. À quand le FC Dior ou le Chanel Olympique? Peut-être que c'est en cours, hein. Vous pensez qu'un jour ça peut être... Parce que les marques, les grandes marques ne sont pas encore associées, ne sont pas sponsors officiels de... Est-ce que c'est quelque chose qui est prévisible? Oui, je pense que oui. Vous croyez? Si on a pu voir Louis Vuitton qui a porté, c'était quoi, l'écran de la Coupe du Monde, ouais. C'est possible. Bah, Peut-être que c'est même un Oui, mais à partir du moment où ils deviennent sponsors d'un club de foot ou d'un club de rugby ou peu importe, on perd de la rareté et on perd de l'exclusivité. On n'est plus dans le luxe, là. On n'est plus dans le luxe. Pourquoi on ne serait plus dans le luxe? Bah justement, luxe, parce c'est que l'exceptionnel, c'est l'exception, c'est la rareté, c'est ce qui est La très Coupe du précieux. Monde, il y en a une et c'est voilà, tous la les Coupe du 4 ans. Monde, c'est tous les 4 ans. C'est la raison pour laquelle c'est la compétition la plus regardée dans le monde. Tous les 4 ans, avec le Super Bowl, bien évidemment, mais qui est tous les ans. Moi, rien n'aime. Bien moins le Super Bowl. Donc tout ce qui est rare, tout ce qui est précieux, forcément, se doit de garder les. Laissez-la tranquille. C'est Liliane, incroyable. laissez-la tranquille. Liliane, J'ai pas été à agressif. quand le Style by Me olympique? Oh, là, il faut... Non, on parle de luxe, donc... Mais rien n'est impossible, je vous ai dit. voilà, On elle va nous le l'apporte. travailler, voilà. Abdellah, dernière question pour vous. Il y a eu les acteurs, il y a eu les chanteurs, et maintenant il y a les sportifs. C'est quoi la prochaine étape? Mais il y a déjà les rappeurs. Il y avait Ça, les acteurs. je la mets dans il y la a déjà- catégorie des artistes. Voilà, oui. Après, on va aller vers qui la marque et le luxe Maintenant, on parle Bah, des influenceurs. Ah oui, les fameux influenceurs, ouais, qui sont les gens qui très à la sont mode rien, mais aujourd'hui. qui sont connus. Voilà. Les gens qui ont Sur les 10, 15, 20 millions de 15, followers. 15, Le qui seul sont invités critère, sur les alors, sur les le plateaux. seul critère qui C'est avoir des compte followers. maintenant, c'est le nombre de followers. Exactement. On peut Bien faire sûr, c'est l'image. on peut faire de la l'image merde, que tu rends à excusez-moi. sa Les vie, influenceurs, à la télévision, les influenceurs tu es n'ont reçu pas à de la fonction télévision, il y a- parce que tu as 100 millions de followers. Voilà, je vais faire Tu une n'as petite pas de fonction parenthèse. officielle. Une petite parenthèse justement pour matérialiser cela. Il y a récemment, il y a une petite vidéo virale d'une comédienne qui a fait un truc sur son téléphone. Moi, je veux le luxe aussi. Moi, je veux. Oui. Et elle était reçue. Ah, les Je veux paillettes, paillettes, je veux des paillettes, je veux Les des luxe. paillettes. Elle était Oui, reçue oui. sur Canal+, dans l'émission Click de Mouloud. Ce que je veux dire, c'est que parce que non seulement il faut, quand tu as des éléments qui deviennent virales et des followers, mais tu comptes. Mais là, Même si t'es rien, à tu la seule comptes. différence, on parle d'une bon. comédienne. Là, Moi, c'est je une mets- comédienne. je Donc, mets là, les c'est une influenceurs. comédienne. Il y a des influenceurs qui sont rien du tout, n'ont pas qui de font métier, comprendre. N'ont pas de n'ont pas de métier. fonction, n'ont pas de Mais spécialité. ça, avant, ça s'appelle les jet-setters. Hein. Mais oui, mais bien Ouais, sûr, les jet-setters, sauf qu'à dans un l'époque, autre à l'époque, Mais il y a eu, on avait début pas des Instagram. années 2000, il y avait les jet-setters, ça a duré 2 ans et puis ils ont disparu. Oui, parce qu'on n'avait Ça pas va, le Instagram, beau on n'avait pas les réseaux sociaux. Ils apparaissaient sur Paris Match toutes les semaines, mais autrement, ils n'étaient pas célèbres au quotidien. Là, maintenant, on se dit, on peut suivre le quotidien. En France, c'est l'après Love Story. C'est ce que j'allais dire. C'est Tu vois, j'y ai- juste en On j'y ai a déjà eu songé à cette l'instant. conversation. Les gens ont Ouais, j'y ai songé, ouais. maintenant, les gens ont envie de connaître le quotidien de tout le monde. On a envie de savoir ce qui se passe. Donc, par définition, les influenceurs et les influenceuses, eh ben, on montre, quand on les suit, je m'amuse à les suivre sur Instagram, c'est une platitude extrême. Mais tu ne me suis pas. Non. Bon, alors, bah oui, mais vous La n'êtes pas d'accord. Bah, je vais Armand, vous suivre. n'êtes pas d'accord depuis le début. Alors, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas et qu'il faut suivre Armand sur la One Alliance, qu'il faut suivre Liliane sur le Style by Me, qu'il faut suivre Pierre sur son Twitter qui s'appelle La Science du Foot, C'est vrai. qu'il faut suivre Abdellah sur Twitter aussi, parce que souvent il y a des battles entre Abdellah et Pierre, que je vous le conseille vivement. Jamais toujours Il d'accord. faut suivre Stade Afrique sur nos réseaux sociaux, télécharger l'application que vous retrouvez dans l'Apple Store et le Google Store. Armand, Pierre-Emerick Aubameyang, un jour sur Stade Afrique. J'espère bien, je lui en parle. Pierre-Emerick, vous êtes le bienvenu. La chaîne vous attend. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt tout le monde. Salut.